Bienvenue au Festival Musique et Cinéma de Marseille et à la librairie Maupetit. Donc, comme vous le savez, depuis lundi dernier se déroule à Marseille un festival dédié à la musique de film avec différentes rencontres. Par exemple, ce soir, Stephen Warbeck, compositeur oscarisé pour Shakespeare in Love, viendra présenter son premier film en tant que réalisateur, ce qui n'est pas commun, un compositeur-réalisateur. Il y aura aussi Imani ce soir, la chanteuse qu'on connaît, qui a, pour sa carte blanche, choisi le film musical des frères Cohen, Au Brother. Et demain, on aura le tandem Éric Neveu et Emmanuel Berco. Et samedi, le tandem Tony Gatliff, Delphine Mantoubé. Je vous cite ces rencontres puisque j'aurai le plaisir de les animer également. Et donc, vous êtes attendus également pour participer et écouter ces tandems témoigner de leur expérience sur ce sujet qui est cher au festival, la musique de film. Et donc aujourd'hui, Audrey Estrouveau, qui a plusieurs raisons d'être à Marseille. Première raison, elle présente deux films, À la folie et Suprême. Suprême, qui est donc un biopic musical. On verra si le terme de biopic lui convient, mais en tout cas, c'est un film qui raconte les origines du tandem NTM. Et elle est aussi là pour le jury, puisqu'elle siège donc au jury long métrage. Et elle, avec son jury, décernera donc les prix qui seront décernés, qui sont remis au palmarès, donc samedi soir, la clôture. Et je le rappelle aussi que la clôture, c'est donc le palmarès, mais aussi un ciné-concert. Et depuis 10 jours maintenant, il y a Marie-Jeanne Serrero qui dirige cette masterclass avec ses élèves, entre guillemets. Donc ils sont au travail au conservatoire. Vous pouvez d'ailleurs aller les voir au travail au conservatoire en ce moment. Et donc on les verra, on verra le résultat de leur travail samedi soir au terme du palmarès. Alors donc on va parler avec Audrey de son rapport à la musique, de sa collaboration avec les différents compositeurs, et on va revenir au début, comment une réalisatrice donc se met à vouloir faire des films, et comment la musique va entrer dans son travail, puisque moi je dis toujours que la musique de film c'est évidemment le travail des compositeurs, mais aussi le travail des réalisateurs et des réalisatrices qui savent l'accueillir. Alors avant d'être cinéaste, votre premier film, Regarde-moi, vous l'avez un peu monté, on peut dire, en mode guérilla. C'était un film produit, qui était très bien produit, mais vous êtes battu, je crois avoir lu, pour convaincre les producteurs de monter ce film Regarde-moi. Je me trompe peut-être, mais vous direz. À l'origine, donc, Regarde-moi, vous étiez cinéphile avant d'être cinéaste. Vous étiez une grande spectatrice, et quand vous avez fait Regarde-moi, est-ce que vous aviez beaucoup de références en tête en termes de cinéma avant d'aborder la question musicale? Bonjour tout d'abord, ça marche pas, hein, d'accord hein. Il faut appuyer, c'est ça, la meuf a l'habitude. Donc, oui, tout d'abord, donc je disais bonjour et merci d'être là. J'aimerais juste revenir sur le terme guérilla, parce que il peut s'appliquer à certains films de ma filmographie, mais du coup pas celui-là. Dans le sens où il était produit et bien produit, c'est-à-dire qu'il y avait 1 million d'argent pour faire un film, ce qui est honorable pour un premier film. C'est pas la folie, mais c'est quand même de l'argent. J'ai fait avec beaucoup moins que ça. Non, ce qui était compliqué, c'est que j'avais, quand j'ai présenté mon scénario à des producteurs, j'avais 20 ans, 19 ans, 20 ans, c'est ça en fait qui était compliqué, c'était de convaincre que c'était le moment pour moi de faire ce film, et que n'ayant pas fait d'école ni d'études, donc j'avais pas de matière à présenter, j'avais pas de court-métrage de fin d'études, ni un bulletin scolaire quoi qui allait avec. C'est ça qu'il a fallu surmonter, c'est l'obstacle principal. Mais là maintenant j'en parle avec du recul et un regard finalement, très bien plus mûr sur mon parcours, sur les débuts. Mais tout ça a été fait dans une grande inconscience. C'était une urgence qui s'explique pour plein de raisons qui font partie de ma vie à moi, mais c'était faire ce film maintenant, et il n'y avait pas le choix. Et quand vous n'êtes pas dans le cinéma, que vous ne connaissez personne, etc., d'un coup c'est une planète entière à envahir en fait tout d'un coup avec vos bras. C'est ça qui était compliqué et qui m'a demandé de décupler une grosse énergie. Et donc pour convaincre que je saurais comment filmer mon histoire, j'ai tourné un
pilote, un court-métrage de mon film. Pour tourner ça, ça a été déjà une aventure en soi parce que caméra, les gens qui pour filmer, pour prendre le son, quand vous connaissez pas, tout ça est compliqué. Après, je travaillais comme ouvreuse dans un cinéma. Et là, pour le coup, quand vous cherchez des petites mains pour faire des films, c'est pas mal parce que tout le monde est en école de cinéma, par contre, là-dedans. Donc, j'ai pu trouver des collaborateurs comme ça et j'ai tourné mes scénettes et je les ai présentés au producteur qui s'est dit ok, donc elle sait ce qu'elle veut, elle saura comment filmer son histoire, j'imagine qu'il s'est raconté ça. Et voilà, après, j'ai grandi en cité, nous sommes très filous dans ces endroits-là, donc mon producteur, lui était aussi réalisateur, c'était Xavier Duringer. Il est parti tourner un film en Thaïlande. J'ai demandé à l'assistante de production comment on finançait un film, elle m'a expliqué. J'ai fait les dossiers en son nom, j'ai imité sa signature à lui et je les ai envoyés parce que j'avais pas le temps d'attendre, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait des sittings devant chez Canal+, j'ai tagué partout le titre du film. Et comme c'est un film qui se passe en quartier, j'ai fait ça avec tous les comédiens qui aujourd'hui travaillent quasiment tous, etc. Mais à l'époque, on sortait tous de la rue. On va pas se mentir qu'au Canal+, ils ont vu arriver des Noirs et des Arabes à la pelle s'asseoir sur leur parvis en disant la thune, on bouge pas. Voilà, c'était une petite clé de bras qu'on leur a fait, qui les fait bien rigoler aujourd'hui. Mais c'est vrai que ouais, c'était pas guérilla dans le sens, c'est vraiment aujourd'hui quand on qualifie un film de guérilla ou pirate, ouais, ça s'entend plus dans ce sens-là, fait un peu avec le zizi et le couteau comme on dit, mais là non, c'était pas ce cas-là. J'ai fait en pellicule, tout ça, c'est quand même un film qui a eu l'espace économique d'exister comme il devait exister. Donc pas fauché, mais en tout cas on l'entend, une volonté de le faire, comme une nécessité, venant pas de ce sérail, et donc c'est assez, moi quand j'ai découvert le film à l'époque, j'étais subjugué, étonné, même par la mise en scène, la maîtrise. J'ai tout de suite pensé, évidemment, vous allez dire, ah là, oui, c'est pas n'importe qui, Martin Scorsese, par ce sujet-là, cette violence et cette maîtrise de la mise en scène. Et donc, pour en revenir à votre cinéphilie, est-ce que justement Martin Scorsese en faisait partie ? Tout à fait. D'ailleurs, il y a pas longtemps, il y a un festival qui l'a repassé, et j'ai pas revu le film, c'est un truc incapable de faire, c'est regarder les films quand ils sont finis, mais je suis arrivée au générique et j'ai bien rigolé, parce que vraiment, c'est mignon, la jeunesse, c'est très mignon. J'ai remercié tous les réalisateurs que j'aimais bien, voilà, c'est les gens que j'ai remerciés, donc il est dedans, Martin est dedans, mais pas que. De toute façon, un premier film, vous êtes nécessairement, c'est ce qui est à la fois de plus beau et de plus maladroit, mais c'est tellement les films, je trouve, les plus merveilleux d'une filmographie, parce que finalement tous les films y reviennent. Qu'on le veuille ou non, on a tout mis dans ce premier film et c'est l'essence de nous à part entière. On n'est pas encore formaté par une industrie, on n'a pas encore expérimenté le chemin de vie d'un film jusqu'au bout, jusqu'à la sortie, le jeu pervers avec les journalistes, etc. Donc de cette innocence-là, qui est très très brute, et ben on a tous les parfums en fait de la filmographie d'un réalisateur. Et donc, c'est très référencé, puisque on est quand même on est assez vierge de plein de choses. Jeune, en plus, moi je l'étais, donc oui, il y a Martin Scorsese, comme il y a Spike Lee, par exemple, qui m'a beaucoup influencé, pas parce que... une fois, on m'a demandé si c'était parce qu'il fait des films dans le Bronx, et que donc, évidemment, pour tout le monde, la cité, c'est le Bronx, et on fait la même chose. Mais parce que avec lui, j'ai compris pourquoi en fait je voulais faire des films. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a un regard sur sa société, qui passe son temps à dénoncer ce qu'il a fait dysfonctionner. Évidemment, c'est très en rapport avec la communauté noire versus les autres communautés aux États-Unis, parce que c'est propre à leur histoire. Mais moi, tout de suite, ça m'a impacté. En fait, c'est Do the Right Thing, je crois, le premier film que j'ai vu de lui, et je me suis dit, ah ouais, je sais pas si je veux faire des films, mais comme ça me parle, en tout cas. Donc, oui, il y a des références, j'en ai plein. Il y a Sam Peckinpah aussi, que j'aime énormément, mais ça, c'est tout un... c'est tellement dommage qu'on puisse pas lui poser la question, parce qu'on lui prête énormément de... Quand même, on a beaucoup de théories sur le cinéma de Sam Peckinpah, et moi, je suis même pas sûre qu'il ait toute la conscience qu'on lui a prêtée. Parce que son rapport à la violence, qui est pour moi d'une
poésie et d'une intelligence folle, très politique aussi. C'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagné, fait réfléchir. De toute façon, en fait, des références, moi j'en ai plein. On peut aller très loin dans des choses qui ne se retrouvent absolument pas dans ma filmo. Bergman, pour moi, c'est un mec, il n'y a pas plus intelligent que lui dans le 7e art. Murnau, c'est certainement le cinéma le plus esthétique que le cinéma a pu produire. Et comme ça, on peut parler pendant 5 heures, mais moi, en fait, mon cinéma, comme j'ai pas fait d'école ni rien, j'ai été me chercher, le faire tout seul. Comme écrire un scénario, ces choses-là, je savais pas, il n'y avait pas Internet, enfin, il y avait, hein, mais pas comme maintenant, c'était tout, bip, 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 tout ça, donc pas Internet en vérité. Et du coup, j'allais à la Fnac, et comme j'avais pas de thunes, je notais, donc ça c'était des livres, genre le siècle du cinéma américain, je prenais des pages, je notais, je recopiais les trucs, et chaque fois qu'il y avait un film que je connaissais pas, j'allais dans un vidéoclub, j'essayais de me le procurer, je regardais, et c'est comme ça que je me suis fait mon regard de cinéaste. Enfin, en tout cas, j'étais tellement cinéphile que je pouvais faire ça des journées entières. Tout ça a forgé, en tout cas, la cinéaste que je suis, c'est certain. Voilà. Et pour la question musicale, dans des films en banlieue et les références que vous avez citées, on retrouve souvent 2 registres de musique. Des musiques dites préexistantes, qui sont parfois donc les musiques qui sont entendues par les personnages, leurs goûts musicaux, et la musique originale d'un compositeur. Il y a les deux dans Regarde-moi. Tout d'abord, par rapport à cette musique préexistante, quel rapport vous avez eu avec ces musiques qui tout de suite appartiennent aux clichés de la banlieue? En fait, la banlieue, je crois qu'on peut dire aujourd'hui, par rapport à tous les films qui ont été faits dessus, il y a la banlieue de ceux qui... Mais comme tout, en fait. Mais la banlieue, c'est quand même une énorme boîte à fantasmes pour le cinéma. Donc je pense qu'il y a ceux qui la connaissent et qui savent de quoi ils parlent, et puis il y a ceux qui juste se tapent un délire sur la banlieue, et ça fait vraiment deux rapports totalement différents à une réalité. Moi, évidemment, donc, si on prend votre question, c'est donc le personnage écoute du rap en banlieue, quoi. En gros, c'est ça. Bah ouais, puis comme dans n'importe quel endroit du monde aussi, il n'y a pas forcément que ça. Donc c'est toujours pareil. Moi, par exemple, Regarde-moi, ce que je peux dire par rapport à la musique préexistante, c'est qu'il y en avait une et que j'ai surtout compris à quel point le rap c'était une tannée pour le cinéma, parce que, et j'avais oublié, et NTM me l'a remis dans la figure, parce que le rap c'est de la musique de sample, et que quand vous mettez une musique préexistante à l'image, vous devez avoir tous les droits, et ben les rappeurs n'ont pas pris les droits des samples, hein, forcément. Donc en fait, si je dis pas de bêtises, il y avait une musique de Jams à la base dans le film. Je n'ai évidemment jamais pu la voir parce qu'elle-même avait jamais négocié tous les droits. Il y avait des samples mexicains, des machins, des trucs. Ça ne s'est jamais fait. Mais je pense que la musique, qu'elle soit préexiste, enfin que ce soit une musique originale ou une acquisition de droits, elle doit être juste en accord avec le personnage, et peu importe en fait du coup vers quoi on s'oriente. C'est une histoire d'intériorité souvent, la musique, en tout cas moi je pense, et du coup peu importe le titre qu'on va chercher ou le titre qu'on écrit, il faut aller vers voilà, ce qui est le plus juste par rapport au ressenti du personnage. Et surtout qu'en plus, dans Regarde-moi, le sujet fort du film, c'est qu'on accompagne le personnage féminin principal qui est presque pas à sa place. Et donc peut-être que la musique préexistante fait aussi un petit écart pour accompagner ce personnage qui est un peu à côté également, peut-être. Est-ce que c'était une réflexion ou... Ouais, alors là, ça va plus loin que moi, parce que je me rappelle même plus. Ça date, hein, de 2006 quand même, là, on va loin dans le temps. Non, mais en fait, aujourd'hui, ça commence à aller mieux. Mais tout à l'heure, quand tu parlais du rapport compositeur et réalisateur, pour moi, ça a été un cauchemar, l'arrivée de la musique. Parce qu'en fait, quand vous êtes réalisateur, vous écrivez toutes les partitions, d'accord? On écrit toutes les partitions.
sauf une, celle-là, celle de la musique. C'est le réalisateur, c'est une personne extérieure qui en plus ne fait pas partie de tout le process de fabrication. Je veux dire, il n'est pas là quand vous êtes avec vos comédiens, il n'est pas là sur le plateau, il n'est pas là quand on fait la lumière, il n'est pas là quand on fait le montage, et pourtant, à un moment, il intervient. Et on lui donne ce qu'on a produit, on lui donne son bébé, et il a un autre regard que le vôtre. C'est le seul, en fait, c'est la seule personne qui intervient sur le film, qui a un regard extérieur complètement au process de fabrication, et qui va devoir créer une partition, c'est le cas de le dire, qui va se mêler à votre travail. C'est hyper violent, en fait. Et moi, ça, je l'avais jamais mesuré. Et quand, je me souviendrai toute ma vie, quand on a commencé à écouter les premiers morceaux posés sur mes images, mais j'ai tout refusé, en fait, c'était trop violent, je voulais pas. Et ça, cette posture, je l'ai encore aujourd'hui, c'est compliqué. Bon, après, je connais maintenant la chanson, donc je m'assouplis un peu, mais c'est vraiment très compliqué. C'est un passage, pour moi, qui est très douloureux. Et regarde-moi, je l'ai expérimenté vraiment de plein fouet, donc c'était pas simple. Donc, vous, votre job en tant que réalisateur, c'est d'expliquer, je veux ça comme si, nana, etc. Évidemment, c'est tout part de vous, mais pour autant, c'est pas vous qui créez, qui êtes le créateur de ce travail-là, et c'est très, très, moi en tout cas, très intrusif en fait. Et la musique, c'est vrai, peut donner du sens à une scène, transformer le sens voulu au départ, un pouvoir sur le film, et peut-être qu'en plus, pour un premier film, la peur peut-être de se faire déposséder. Ouais, certainement. En fait, j'ai surtout appris, parce que j'ai vraiment appris avec Regarde-moi, on peut utiliser une musique souvent pour rattraper ce qu'on a raté. Tiens, là, l'émotion, elle passe pas, ni dans les dialogues, ni avec les personnages, ni la mise en scène. Tiens, on va lui mettre un petit coup de violon, histoire de faire chialer l'assemblée, parce que c'est là que ça doit se passer. Mais quand vous n'êtes pas dans cette démarche-là, c'est-à-dire que, après, c'est chacun avec soi-même. Moi, je suis pas partisane de... Enfin, en fait, j'aime, en tant que spectatrice, parce que toute ma démarche tourne autour de cette position de spectatrice. Moi, je suis avant tout, je suis ça. Et je me dis quel film j'aimerais voir, tout le temps. Et est-ce que aujourd'hui, est-ce que je paye 10 balles, 13 balles pour aller voir ce film-là, comme ça, de cette manière, etc. Donc, est-ce que je suis une spectatrice qui aime se faire prendre la main pour qu'on me dise là, il faut pleurer, attention, là, il faut... Non, en fait, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime, c'est qu'on m'ouvre une porte et je découvre un univers et puis je me vote dedans et ça me parle comme ça doit me parler, mais c'est un rapport en fait hyper personnel et exclusif entre du coup une proposition de cinéma qu'on fait et moi, Audrey, la spectatrice. Donc j'essaye d'amener ça aussi avec mes films. Et donc déjà ça élimine utiliser la musique pour souligner une émotion, etc. Du coup ma réflexion par rapport à la musique, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure sur l'intériorité. C'est accompagner une intention plus que la souligner et forcer un peu le passage avec. Et donc ce compositeur sur Regarde-moi, c'est Baptiste Charvet. Comment s'est fait le choix, la rencontre ? C'est le fils de mon parrain. Donc le choix était vite fait. Et parce qu'encore une fois, j'avais aucune idée de faire de la musique. Lui il est musicien. Il avait fait une école d'ingénieur du son, je crois, à l'époque, et il me disait mais non, qu'il avait envie de faire de la musique de film, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et du coup, comme j'étais très, très... Quelque part, qu'on se connaisse, c'était plutôt pas mal, parce que j'étais très en rejet par rapport à ça. Il s'est pas vexé de mes multiples refus, et on avait déjà un terrain pour discuter, mais c'est compliqué, hein. James qui est là pour À la folie, le pauvre, il s'est pris des murs toute seule. On a fait 2 films, il a essayé d'en faire un 3e qui était La Tolave, et c'est un film que j'ai fait sans musique. Je ne voulais pas de musique, il a essayé, il m'a montré, il l'aurait jamais vu, je crois, vraiment, il l'a regretté, mais... Ouais, donc Baptiste, on se connaissait du coup déjà, et on en a fait 3 ensemble, 2 films et une série. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Comme vous le dites, sur une histoire banale, sur La Teularde, pardon, qui est un film carcéral avec Sophie Marceau, magnifique film, ou pas de musique parce que le film peut-être l'a rejeté. Et donc,
on le sait, des films sans musique, sans compositeur, ça existe. Et donc, vu en plus votre relation un peu conflictuelle avec le compositeur, quand il y en a un comme Baptiste Charvet, c'est qu'à un moment donné, peut-être une nécessité musicale est quand même apparue. Donc, on enlève la tolave, là. Oui, ouais. Oui. Vous, quand vous êtes en montage, donc quand se pose la question, parce qu'en fait en France on marche un peu à l'envers des Américains, c'est-à-dire que les Américains, ils ont leur film qui rentre en production, ils vont voir leur compositeur, le compositeur lit le scénario et ils commencent à discuter de thèmes, etc. Et avant le tournage, vous avez au moins des maquettes, parce que ça vous inspire, parce que vous pouvez les mettre sur le plateau, etc. Nous, on n'a pas d'argent. Donc, tout ça, c'est pas possible. Et en plus, vraiment, c'est peu cher les compositeurs. En fait, ils ont le tournage qui passe par là, qui déborde, donc on enlève encore de l'argent de ce qui reste à la fin, dont la musique de film. Et en fait, vous êtes dans votre salle de montage, donc on n'a pas d'argent, mais on est des génies, n'est-ce pas? Donc vous, quand vous montez vos films, vous n'avez pas de maquette de votre compositeur, bah non, vous avez les BO de tous vos films préférés de tous les temps. Donc c'est génial en fait, tu montes un film, t'as Max Richter, t'as Hans Zimmer, t'as que ça, c'est génial, ça marche trop bien. Et puis en fait, ces mecs-là, évidemment, tu peux pas te les payer, puis tu peux surtout pas te payer l'orchestration qui va avec. Donc ton pauvre compositeur, il a les références, mais il n'a pas les moyens d'atteindre les références. Quand bien même il serait hyper doué, de toute façon, c'est souvent la musique de son ordinateur, peut-être on va lui payer un enregistrement de 3 violons pour faire genre, mais pas plus. Donc, c'est déjà, en fait, on grimpe une montagne, mais en toute façon, vous le faire descendre très vite, et puis n'essayez même pas de la remonter, parce que de toutes les manières, c'est pas pour vous. C'est quand même ça, ce qu'on raconte aux compositeurs de musique de film, et je trouve que c'est très très violent pour eux. Donc, vous placez vos intentions, avec vos compositeurs mythos que vous n'aurez jamais, et en fait, lui, le compositeur, il va peut-être avoir d'autres idées. Voilà, il va dire, au montage, vous avez mis de la musique sur cette séquence, mais moi, je trouve qu'on peut en rajouter. Et là, grand débat. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours tendance à en enlever et en rajouter. Donc, ça, c'est aussi la vision du compositeur. Et de toute façon, faire un film, quand bien même on parle d'une vision d'un réalisateur, c'est ça qui est trop beau sur un film en général, c'est que c'est une histoire de collaboration. Vous avez 15, 20, 30 collaborateurs selon les films. Le but de votre métier à vous de réalisateur, c'est de transmettre votre vision, de savoir communiquer assez nettement ce que vous voulez, poser un cadre. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Moi, je suis un poseur de cadre. Poser un cadre. Voilà, le film que je veux, c'est ça. Maintenant, c'est de bien choisir ses collaborateurs et, en fait, de savoir doser le « rentre dans mon cadre » et « rends-le le plus beau possible parce que tu as un talent, tu as un savoir-faire que je n'ai pas, mais en même temps, déborde pas parce qu'il faut que ça reste à l'image de ce que je veux dans mon cadre. » Alors, en fait, c'est ça être réalisateur et bien choisir ses collaborateurs et savoir travailler avec eux, c'est ça. Donc forcément, en même temps, vous choisissez un compositeur, c'est tout à son honneur de vous proposer autre chose et normalement, s'il est suffisamment bon, il sait où placer les choses pour que ça fonctionne. Et donc, si je comprends bien, ce Regarde-moi, il y a eu donc ce qu'on appelle des musiques temporaires mises au montage et Baptiste Charvet a fait donc, s'est inspiré, a fait des propositions, il y a eu donc collaboration. Et est-ce qu'à un moment donné, il y a la question entre vous du rôle que la musique doit occuper? Par exemple, se dire que la musique, ça doit être l'émotion du personnage, son parcours émotionnel. Est-ce qu'il y a cette... Ouais, mais c'est une discussion qu'on a à trois avec le monteur. Le monteur ou la monteuse sont quand même essentiels sur la définition de la musique. Parce que finalement, quand vous êtes au montage, vous avez tourné, vous arrivez, normalement, les monteurs commencent soit à mi-parcours du tournage, soit dès le début du tournage pour être en parallèle. En tout cas, quand vous arrivez, personne ne connaît mieux vos images que le monteur. Et vraiment, le monteur, c'est un métier incroyable. Et en vérité, vous êtes deux, lui, le monteur, c'est ce qu'on appelle la dernière écriture, parce qu'on écrit un film 3 fois, scénario, tournage et montage.
Et vraiment, le monteur est là pour faire accoucher de la meilleure version possible, quoi. Et en fait, il est un peu comme ça garant du film fini, puisqu'il a totalement épousé votre envie, votre vision, qu'en même temps, il a la réalité des images qu'il y a et il sait ce qui est possible et pas possible. Et il y a plein de monteurs qui vous disent « Tu t'es foiré, mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux et on va aller le fabriquer. » Ce métier est incroyable, vraiment. Sans bon monteur, il n'y a pas de bon film. Ça, c'est certain. Avec des acteurs pourris, on peut toujours s'en sortir. Avec un mauvais monteur, c'est mort. Je vous jure, c'est mort. Et en fait, ils sont du coup très importants aussi. C'est des référents importants par rapport à l'image parce qu'ils maîtrisent le rythme de la scène, le rythme du film en général. Et ils sont très précieux pour les compositeurs. Donc, c'est vraiment des discussions qui viennent à trois à ce moment-là. Alors après Regarde-moi, film musical, Toi, moi et les autres, et avec Baptiste Charvet toujours, qui a donc signé les chansons. Comment s'est fait ce travail? Il s'est fait en amont, j'imagine que là c'était pas sur le montage. Alors, vraiment comédie musicale, Toi, moi et les autres, c'est vraiment une comédie musicale. Et donc il y a deux boulots qui sont faits sur le film. Il y a les chansons qui sont inclus dans le scénario, qui sont des tableaux à part entière qui font partie du film, et qui, elles, ont été retravaillées par une équipe, je crois que c'est Alban de la Simone en partie qui était dedans, par exemple, de réorchestration, parce que c'est des reprises de chansons françaises existantes. Donc il y avait ce travail-là, et le travail de Baptiste était très très précis, c'est qu'il devait faire le lien, parce que ce qui est le plus compliqué sur une comédie musicale, finalement, c'est de passer du parler au chanter et que ce soit le plus fluide possible, le plus naturel possible. Et lui, il était là pour travailler à la base, vraiment, dans son cahier des charges, la ligne première, c'était les transitions. Donc, il y avait comme un pré-score qui accompagnait le morceau qui allait suivre, et lui, il était là pour faire des liens, et puis après, un travail de compositeur classique pour voir. Et là, c'est une question de dosage. Vous avez un film qui est déjà très musical. Qu'est-ce que vous faites de la musique plus classique sur le film? Où est-ce que vous la posez? Est-ce qu'il y en a trop, pas assez? La couleur, pour qu'il y ait une unité, en fait, entre tous les morceaux chantés et les morceaux du film. Il faut qu'on ait quand même l'impression d'une unité et non pas d'un patchwork musical qui serait assez indigeste. Donc voilà, il avait un boulot différent. Et pour les chansons, c'était l'enregistrement du tournage ou ça a été fait après? Non, lui c'était Alors il y avait les deux. Les comédiens sont allés en studio, ils ont enregistré. Et puis sur le plateau, je leur demandais de faire du live aussi, parce qu'en fait le playback ça se voit et donc vous n'avez pas la même intention de jeu. Et ce qu'on a gardé en mixage, c'est un peu de tout. Et du live et du playback, voilà. D'ailleurs, c'est maintenant qu'il me vient, mais Suprême, finalement, on peut dire que c'est Regarde-moi plus Toi, moi et les autres. C'est le film de banlieue plus le film musical. Et c'est même Benjamin Sixou qui m'a dit, en fait, puisqu'il était dans Toi, moi et les autres, il est sorti de Suprême, il m'a dit, en fait, c'était le film que tu voulais faire il y a 10 ans, que tu as réussi à faire comme tu voulais là. Ouais, ça doit être ça. Et je crois qu'il a raison. Oui, c'est ça. C'est un film musical, mais en même temps, c'est que des lives, donc c'est différent, même s'il y a une écriture avec la musique qui rentre en amont. Mais ouais, c'est exactement ça. Et est-ce que quelque part, Toi, moi, les autres, vous a justement préparé à faire ce film musical Suprême? Moi, Toi, moi, les autres, qui est à la base d'un film de commande, c'est-à-dire que moi, même si du coup j'en ai fait un autre derrière, donc je suis hyper pas crédible quand je dis ça, mais j'aime pas les comédies musicales à la base. Je suis pas, voilà, c'est pas un genre qui me fascine. Je comprends qu'on puisse aimer, c'est pas mon cas. Mais pour vous remettre dans le contexte, en fait, après Regarde-moi, tu sors de toute cette aventure, j'ai quoi, 23 ans, ouais, c'est ça, 23 ans, 24 ans, t'as un bébé. En fait, t'as rien vécu vraiment, donc pour avoir des choses à raconter, c'est un peu compliqué. Et je rencontre des producteurs à la suite de la sortie du film, qui me proposent, parce que je vois du métier en France, de refaire le même film concrètement, ou de refaire un film en banlieue, mais alors peut-être une comédie, mais alors voilà. Donc il n'y a rien qui me... J'ai pas envie, et puis je sais pas quoi faire. Donc je suis plus sur, je vais faire un tour du monde, je prends mon sac à dos, je me casse.
Et en fait, j'ai rendez-vous avec les producteurs qui sont Olivier Delbosque et Marc Missonnier, des gros producteurs, qui demandent d'avoir un rendez-vous avec moi pour me proposer une comédie musicale. Et en fait, j'accepte pour 2 raisons. La première raison, c'est que c'était quand même un film avec 5 millions d'euros. Quand vous venez de faire un film avec 1 million d'euros, 5 millions d'euros, c'est pas négligeable. Et c'est pas par rapport au salaire que je touche, mais c'est déjà les moyens techniques, comment vous pouvez envisager un tournage. Je le répète, mais moi, je n'avais pas fait d'école de cinéma. Donc, à un moment donné, le cinéma, même si je sortais d'un film et que, pour la petite anecdote, après Regarde-moi, je me suis dit, bon, bah, maintenant, je vais peut-être tenter le concours de la Fémis. Et tout le monde m'a dit, bah, t'as déjà fait un film, donc ça sert à rien. Mais parce que je me sentais toujours pas légitime, et ça a mis peut-être 10 ans avant que ça se fasse, ça. Donc, Toi, moi, les autres, c'était une manière d'apprendre, encore, mais là, c'était, on va dire, le versant industriel du cinéma. C'est une commande, donc ça veut dire de la contrainte. Contrainte parce qu'on me demande une comédie musicale, contrainte parce qu'on me dit il faut qu'il y ait une histoire d'amour, gna gna gna, des trucs qui vraiment me saoulaient. Mais je me suis dit, t'apprendras jamais mieux que là. Et en plus, la comédie musicale, c'est travailler quand même avec de la danse, avec de la musique, avec des disciplines qui ne sont pas des disciplines habituelles. Donc je trouve ça chouette, et c'est surtout que ça demande du travail, et qu'en fait, moi j'aime tellement ça que j'étais trop heureuse de travailler mon sujet, en tout cas mon sujet mathématique à fond, quoi. C'est-à-dire que j'étais experte en comédie musicale, et de comprendre le pourquoi, etc. C'est quand même un genre qui était hyper politique, donc moi j'ai demandé à ramener de la politique dans l'histoire. Le film s'appelait pas du tout comme ça, à la base il s'appelait Aux armes, etc. C'était une autre fin qu'on va faire tourner 6 mois après, mais bon, c'est du jeu, hein, c'est des films de commande. Mais il m'a appris énormément, et quand je me retrouve 10 ans après à faire Suprême, parce que filmer de la musique c'est particulier, c'est un temps de tournage particulier, la musique ça s'appréhende pas du tout comme une scène classique. Bah, j'avais énormément de réflexes, forcément, oui, parce que j'étais déjà passée par là. Et vous dites que dans ce film de commande, voilà, on vous a presque imposé cette histoire d'amour, et moi j'ai l'impression que quand même il y a toujours une histoire d'amour dans vos films, même s'il s'agit de 2 sœurs, une relation très très belle. Il y a évidemment une histoire banale, qui est une romance poignante, et puis Suprême, je trouve que ces 2 rappeurs entretiennent quand même quelque chose de très sentimental, leur solidarité, il y a toujours comme ça, voilà, une relation entre 2 personnages, toujours très différentes, mais en même temps, je trouve ça comme fil rouge de votre filmographie. Et oui. Bon, c'est le côté roman, c'est une histoire banale, c'est comme un film sur les lendemains du viol, donc je sais pas si romance c'est le bon terme, mais enfin, en tout cas, c'est des films sur des êtres. Et là, je vais faire très Miss France de dire ça, mais en fait, on n'est fait que de ça, non. Nos rapports aux autres, c'est de l'amour. Après, c'est de l'amour contrarié, c'est de l'amitié, c'est une passion, c'est ce qu'on veut, mais en tout cas, on est fait de ça. Nos rapports aux uns envers les autres sont quand même très guidés par ça. Donc, vu que je pense un cinéma qui ne met jamais au-dessus de mes personnages et qui est toujours avec eux, du coup ça implique un rapport à l'autre toujours très intense, mais oui, ça du coup ça rejoint un peu ce que tu dis. Et pour la musique, quel rapport vous avez voilà, par rapport à cette musique qui vient éventuellement soutenir une émotion, un sentiment. Par exemple, sur À la folie, ce dernier film où la musique, je trouve, justement, va dans le lyrisme. Vous osez sur ce dernier film. Ben ça, c'est la faute de Max Richter, parce que c'était ma référence en montage, et que James a réussi à faire quelque chose vraiment de formidable. En fait, oui, effectivement, c'est assumé, et c'était très compliqué pour moi, quand on parle du loup, que voilà, très bien. En fait, il pourrait donc en parler mieux que moi, mais c'était pour moi une évidence d'aller vers ce lyrisme-là, en termes de musique, sachant que le point de départ n'est pas du tout de cet ordre-là. Mais
Mais c'était pas simple non plus. Et on parlait de comment j'ai un rapport qu'on travaille avec la musique. Et je dis pas ça parce qu'il vient d'entrer dans la pièce, hein, mais c'est vrai que c'est la seule fois où j'ai eu l'impression qu'il était rentré au bon endroit dans ma tête. Et il avait tellement compris ce que je voulais. Et en fait, le juste rapport entre pourquoi cette musique-là à ce moment-là et de cette façon, que c'est beaucoup plus simple après d'assumer vos choix, autant lyriques soient-ils. Est-ce qu'il vous est arrivé, parmi toutes ces collaborations, d'avoir le compositeur au stade de l'écriture et d'imaginer déjà, d'anticiper cette question ? Oui, en fait, oui, par exemple là sur Suprême, parce que c'est pareil, il y avait un travail à la fois, comme je disais tout à l'heure sur Tourner les autres, les morceaux d'NTM en soi, ou tout simplement, comme je voulais des lives et qu'il n'y a plus c'est des morceaux des années 80, donc il n'y a pas de sauvegarde des morceaux d'NTM de cette époque, il a fallu tout refaire. Donc il y a eu ce travail-là voilà, il a fallu que Killer a dû refaire tous les morceaux du premier album. Et donc on s'est très vite questionné sur quelle couleur on va donner au film, sachant que c'est une ode au hip-hop, etc. Et que lui étant un peu le gardien du temple sur cette époque-là. On en a parlé assez tôt de voilà, quelle couleur donner et comment faire évoluer ce hip-hop, puisque le hip-hop est une musique évolutive, voilà, d'un jour à l'autre c'est déjà plus le même hip-hop. Donc voilà, ça oui. Maintenant, je pense qu'il y a... encore une fois, c'est culturel. En France, on fonctionne pas comme ça. C'est vraiment pas comme aux États-Unis où le compositeur ou même le preneur de son, hein, je parlais du compositeur, mais les preneurs de son font partie de la préparation. Le preneur de son, il va faire des sons de tous les décors du film en amont pour les donner au monteur, pour qu'au montage il y ait une matière sonore, parce que vraiment l'image sans le son, ça sert à rien. C'est un truc qu'on oublie vite, mais c'est vrai que ça ne sert à rien. Soit vous faites un film classique, c'est-à-dire pas du tout musical et le compositeur intervient en montage, beaucoup, mais quand vous faites des films musicaux, vous êtes obligé d'avoir cette réflexion en amont. Et ce qui est intéressant, on a commencé cette discussion en dissociant musique préexistante, musique originale, et dans Suprême, les deux sont mêlés, puisque Cut Killer, en plus de refaire les morceaux, a quand même fait d'autres compositions. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure, il a fait tout le score qui va avec le film, parce que du coup, on s'est dit, c'est le premier film qui raconte l'histoire du hip-hop en France, il faut l'assumer comme tel, et donc faire de la place au hip-hop au-delà de NTM purement. Je propose que la séance est courte, d'ouvrir déjà la discussion, puisque vous avez peut-être envie de poser vos questions. On est là pour ça aussi, donc n'hésitez pas. Toutes les questions sont les bienvenues. Même si ça ne concerne pas la musique, bien que ce soit le sujet du festival. Oui. J'ai une question je rentre dans une des choses qui a été évoquée, c'est que la musique rentre en intériorité du personnage, chose que vous avez exprimée. Est-ce que vous partez sur une sorte de cahier des charges sur un personnage, ou c'est aussi... je voudrais que vous racontiez un petit peu l'échange que vous avez peut-être avec votre compositeur sur les traits de personnalité, les humeurs, les émotions. C'est un tout en fait. Quand tu parles avec ton compositeur, tu vas parler et du personnage, parce qu'en plus on a une scène sur laquelle s'appuyer, donc vraiment son état du moment, etc. Mais c'est en fait c'est des conversations qui sont de l'ordre du... On est dans le sensoriel, après on est au-delà de la théorie pure. Il faut réussir à exprimer ce que tu as envie qu'on ressente avec ta scène. Donc après, c'est tout un... C'est vraiment... Le choix du compositeur par rapport au film est pour le coup très important, parce que tout le monde n'a pas la même sensibilité. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure sur La Folie avec James, c'est-à-dire qu'il était vraiment au bon endroit pour comprendre ce que je voulais. C'était hyper délicat, puis c'est un film personnel, donc tout ça fait que c'est encore plus compliqué pour moi d'aller dans l'expression des choses et des ressentis qui me sont propres. Et c'est une discussion, ouais,
encore plus qu'avec vos autres collaborateurs, il faut savoir dire, on est vraiment sur l'intériorité même de vous, quoi, avant même de penser au personnage. Et du coup, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours entre vous deux, même sur ah mais non, ça c'est pas forcément ce que. Enfin, ça pourrait être un peu plus ce genre d'émotion, parce qu'il y a eu. Tu dis quoi? Comment tu l'as vécu? La James, vous pouvez venir. Merci. Alors, bonjour à tous. Pour répondre à votre question, c'est beaucoup d'allers-retours en fait. Et on est plus dans l'ordre du ressenti, on va dire dans la première partie du travail. On va vraiment parler des personnages. Audrey aime bien partager les scénarios, donc j'ai eu la chance de pouvoir le découvrir avant de voir même les images. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans la manière dont on a travaillé, c'est que déjà on ressentait à la lecture du scénario que c'était l'un de ses travaux les plus personnels, je pense. Et c'est un sujet qui est peut-être peu traité ou mal traité en règle générale. J'ai beaucoup apprécié cette justesse qu'elle apportait dans la manière dont les personnages étaient traités, justement. Et oui, on va dire vraiment, c'est beaucoup de ressenti, beaucoup d'exploration en fait de ce que les personnages peuvent vivre. Et puis ensuite, on va dire, on va tomber dans un cahier des charges un peu plus classique, avec des références qui font sens par rapport aux sentiments voulus en fait. Voilà. D'autres questions? Moi, je voulais savoir quelle était l'origine, qui était à l'origine du projet suprême. Est-ce que c'est vous qui l'avez amené parce qu'on est venu chercher? Ah non, c'est moi. Ouais. Et quelle est la place du coup de l'auteur dans un sujet qui est aussi abordé, enfin, qui a déjà, pas du tout aussi abordé, c'est pas ça que je veux dire, mais qui est déjà très actuel encore. Je veux dire, ces deux personnes qui sont toujours là, il y a encore de la musique. En fait, c'est comme quand, j'imagine, je l'ai pas fait, hein, mais c'est comme quand vous adaptez un bouquin, bon, c'est une question de point de vue. Moi, il y a eux deux, il y a leur histoire à eux deux, mais il y a qu'est-ce que je voulais raconter avec leur histoire aussi au-delà de eux. Voilà, moi, ça parle de la France d'aujourd'hui en fait, mais avec les 30 ans de recul qui permettent juste d'essayer de comprendre que voilà, on s'enlise dans un truc sans fin. Et je voulais raconter ça, je voulais raconter l'abandon d'une jeunesse, voilà, donc ils étaient le support parfait pour raconter mon histoire. Donc je pense que tout se résume au point de vue. Et quand vous avez un point de vue, après, c'est un travail pendant qu'on écrit le scénario, c'est de les solliciter, de les questionner, de faire appel à leurs souvenirs, etc. Et puis, parce que vous savez ce que vous voulez raconter, vous faites le tri là-dedans et puis vous prenez ce qui vous intéresse. Et voilà, le but du jeu, c'est évidemment pas dénaturer leur vie et qu'ils s'y reconnaissent à la fin, mais c'est en même temps aussi vous de faire le film que vous avez envie de faire, même si c'est pas votre vie. Mais c'est, je pense, comme un boulot d'adaptation de bouquin, quoi. Et Kouchen et Joe Star, ils nous ont suivis. Ah ouais, de toute façon, vous pouvez pas faire le film sans eux. Pas eu de réticence à aller dans une direction plus intime, peut-être? Non, sincèrement, non. C'était. Parce que dès le début, le film que je voulais faire était clair. Aussi. Question, remarque. Et James, on parlait tout à l'heure des musiques de référence et que le compositeur ensuite passe après, peut-être évoquer cette expérience sur À la folie. Il y avait. Ah oui, j'ai eu Max Richter. Ouais. Il y avait beaucoup de Max Richter. J'ai oublié le nom de la compositrice du film du Joker également. Hildur Guðnadóttir. Voilà, c'est ça, j'allais dire, Voilà. je peux pas le dire. Voilà. Donc c'est vrai que c'était des références qui sont venues sur la table quand on a commencé à parler ensuite, après la lecture du scénario. Et voilà, après ça a été des allers-retours. Il fallait aussi pouvoir justement, donc, bien entendu, accompagner les images, mais essayer d'être beaucoup en retrait, parce que la musique avait vraiment plus fonction, comment dire, il fallait pas faire du sensationnel, quoi. Il fallait, je pense, être aussi réaliste que les images pouvaient l'être, et voilà.
s'adapter au rythme de l'histoire. Et des références, ça peut faire un peu melting hybride. Et l'idée peut-être de votre rapport, vous, c'est de créer l'unité. Oui. Au-delà même de l'unité, c'est pouvoir comprendre qu'est-ce que la réalisatrice aime dans les références. Pas forcément le thème principal, qui peut être propre à chaque compositeur, mais ce que ça peut procurer comme émotion. Donc on va poser des questions. Je sais que Audrey, on a passé une ou deux bonnes journées en fait où on a juste discuté. On a beaucoup discuté de ce qu'elle avait pu traverser. Et puis ce que j'aime bien faire aussi, c'est pouvoir l'enregistrer. Parce que j'aime bien, en fait, il y a certains mots qui vont revenir, certaines choses qu'elle va appuyer plus que d'autres, et moi ça va me donner des indications en fait pour débuter le travail. Parce que tout l'enjeu de la collaboration, c'est qu'on ne parle pas forcément le même langage. Donc sur quel mot, voilà, quel langage, par exemple Audrey, vous employez pour transmettre une intention au compositeur? Vous parlez des personnages, vous parlez de... Parfois, il y a la matière liquide, quelque chose de boisé. Franchement, ça... ouais, alors non. Non, pas du tout. C'est plutôt très concret, parce que déjà, on a quand même on a un film, enfin, on a des scènes, on a quelque chose sur lesquels s'appuyer, malgré tout. Après, oui, non, mais il a tout dit. C'est comme si tout est une question de ressenti. Après, c'est un peu débrouille-toi avec toi-même pour exprimer au mieux ce que tu veux. Et tout l'enjeu est là. Donc, il y a des allers-retours, mais après, très vite, il y a des allers-retours sur du concret aussi, parce que des premières discussions, il va sortir un thème, il va sortir quelque chose, et tout de suite, il dit là, oui, non, c'est comment, c'est... Et en fait, les discussions s'affinent d'elles-mêmes au fur et à mesure. Et des fois, voilà, il a raison, tout n'est pas forcément acheté sur quelque chose qui ne vous plaît pas, mais il faut savoir exprimer ce que vous aimez bien malgré tout dans ce que vous aimez pas. Enfin, voilà, c'est vraiment ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est comment exprimer vraiment ce que vous voulez et être capable de décrypter vos propres ressentis. Tout à l'heure, on disait par exemple sur un des films où vous aviez anticipé les moments musicaux et le compositeur avait eu envie d'en rajouter. Est-ce que l'inverse s'est passé? Est-ce que par exemple des moments musicaux étaient prévus et James, vous aviez décidé peut-être que là, c'était pas nécessaire, que le compositeur décide lui d'en enlever de la musique? Là encore, c'est vraiment des discussions en fait. Quand on est à ce stade-là, c'est-à-dire qu'on est déjà assez avancé pour avoir tous les deux des opinions qui vont fonctionner. À ce stade-là, on va dire que la conversation est assez limpide. Il va y avoir peut-être des éléments en trop sur le thème qui va être proposé. À ce moment-ci, c'est du réarrangement, quoi. Après, c'est pas du tout le cas sur À la folie, et donc pas du tout avec James, mais ouais, enfin, tout ça aussi, après, il faut faire attention de ne pas blesser votre interlocuteur. C'est des égos qui s'entrechoquent toujours à un moment donné. Mais, moi, par exemple, sur Suprême, j'ai eu tendance à enlever, nettoyer, et même à l'intérieur même du morceau, enlever des choses, parce que Cut Killer, Noir, lui, il a une culture, là vraiment je parle de musique de film, pas le travail hip-hop purement, etc. Lui, il est très film américain, super-héros, et par exemple, les premières maquettes que j'ai reçues, je l'ai appelé, je dis, mais t'as cru que c'est Gotham en feu, il y a Batman qui arrive, il va se passer quoi? Le mec, il est en train de boire dans une cuisine, est-ce qu'on peut redescendre d'un étage ou pas? Est-ce que c'est possible? Et de ramener toujours à cette idée de, voilà, intériorité, on est plus dans la destruction de Joey Starr que de sauver la femme, la veuve et l'orphelin, quoi. Donc voilà, après c'est votre position justement d'être l'arbitre dans tout ça. Et c'est pour ça que c'est aussi choisir les bons collaborateurs, parce que là vraiment en musique, en plus, on n'est que sur la sensibilité. Donc il faut trouver le compositeur qui est capable vraiment d'épouser vos envies sur ce projet-là. Très bien. D'autres remarques, d'autres questions? Donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Juste vous évoquiez la Tolar tout à l'heure. C'est James qui avait fait des propositions pour la Tolar qui n'ont pas été retenues, c'est ça?
Il faut en parler, mais c'est délicat. Non, justement, j'adore. Merci d'avoir amené ce sujet sur la table. C'est hyper important parce que ça parle Mais, de vous êtes encore là. ça a été une. Alors, sur le moment, ça a été très difficile. Ah ouais, c'était franchement horrible. Parce que j'avais collaboré avec Audrey sur une histoire banale, ça s'était bien passé, c'était très bien passé. Et donc on est arrivé sur le film La Tola peut-être un peu trop tôt. Parce que, alors si je peux me permettre, hein, Audrey, peut-être que musicalement, les idées n'étaient pas encore réellement pensées à bout, quoi. Et c'est vrai qu'au départ, ça a été une expérience que j'ai plutôt mal vécue, mais qui m'a apporté beaucoup en expérience, parce que j'ai compris en fait la place et le rôle d'un compositeur de musique de film. Il faut savoir accompagner l'image, il faut savoir marcher au rythme de l'image et pas vouloir briller. Et c'est vrai que ça m'a fait grandir en fait, tout simplement. Parce qu'on est au service, ou du coup pas au service, enfin on se met au service de l'image et du réel. Complètement, complètement. Et du coup oui, ça a été un moment dur, mais bon. Sur le moment, ensemble, donc ça marche. non, sur le moment, ça a été difficile, mais franchement, ça a été un boost en termes d'expérience, quoi. J'ai dû me remettre en question et puis comprendre aussi comment le métier de la musique de film fonctionne. Et dites-moi si je dis une bêtise, ce ne serait pas la première aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'il reste quand même dans le film 2 de vos compositions écoutées en in par les prisonnières, non 2 morceaux. Oui. Brésifoli, par exemple. Alors, j'ai plus du tout les. Mais oui. On a quand même réussi à placer quelques compositions par-ci par-là. Mais oui, c'était une. Avec le recul, je pense que ça nous a tous les deux servi pour les travaux qui ont suivi. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, ça, c'était vraiment sur le tournage également. À ce moment-là, ces 2 chansons sont sur le plateau. Non, en fait, non, tout ça on le fait après. D'accord. Au montage. Okay. Tout était de la musique additionnelle. Ouais, c'est exact. Parce qu'il y a beaucoup de chansons qui sont écoutées par les prisonnières dans le film, donc c'est du in, mais voilà, tout ça c'est fait en post-production. Ah oui, sur le plateau, Ouais. il n'y a pas un bruit. Ok. Bah, merci, on peut retrouver, si vous ne l'avez pas encore vu ou si vous voulez le revoir, Audrey Esquigo, samedi à 16h avec la projection de Suprême. Et là maintenant. Pardon. Et là maintenant. Et là maintenant. À la folie. Voilà, à la folie. Merci, Merci et à bonne vous. fin de festival. Merci.